Salon de la copropriété, de l'habitat durable et connecté. C'est ici que ça se passe, Hall 5.3, porte de Versailles. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Fatima El Ouazdi. Fatima, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes adjointe au maire de Rueil-Malmaison, déléguée au numérique et aux télécommunications, et également conseillère territoriale Paris-Ouest. La Défense. Alors, Fatima, on parle beaucoup actuellement de transition économique, numérique, énergétique, environnementale, etc., etc. Ça se matérialise comment quand on est une élue, comme vous, une élue de terrain, qui bouge beaucoup, hein, d'ailleurs. Merci. Alors, sur votre territoire d'abord, et vous-même, ça se matérialise comment ? Alors, sur le territoire POLD, comme tu l'as dit, comme vous l'avez rappelé, je suis élue au territoire. Ça se matérialise, la transition énergétique, déjà parce que nous sommes dans la métropole du Grand Paris. Dans la métropole du Grand Paris, nous avons des conseils de territoire qui sont une sorte d'intercommunalité, une couche un peu supplémentaire entre la métropole et la ville, dans laquelle on mutualise des actions autour de l'écologie, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau. Et cela se matérialise, par exemple, on a lancé le mois dernier, vous savez, le fameux cadastre solaire dont j'ai eu l'occasion de discuter de présenter à de nombreuses reprises pour la mission Écoterre. On a créé et lancé un cadastre solaire au niveau du territoire POLD avec les mêmes fonctionnalités mais qui du coup sont accessibles pour toutes les villes du territoire. Donc déjà c'est une innovation supplémentaire, c'est pas que pour la ville de Rueil, c'est pour toutes les 11 villes du territoire. Et en plus on a ajouté un nouveau module où on peut regarder en fait le coût de raccordement avec Enedis, parce qu'il y a aussi des coûts de raccordement pour pouvoir utiliser l'électricité et l'énergie qui est produite par les panneaux solaires. Mais voilà, ça c'est un exemple concret d'innovation territoriale qui peuvent servir à la transition écologique. Par ailleurs, il faut le rappeler, au niveau aussi de l'EPT, sont gérés les offices HLM. Il y a des sujets de gestion et de transition énergétique qui sont bien évidemment, qui font partie des feuilles de route des offices qui sont administrés par les villes, le cas échéant, que ce soit la ville de Puteaux, la ville de Levallois, la ville de Rueil. Donc bien évidemment, nous avons pour projet des projets de végétalisation dans certains quartiers, des projets de transition et de rénovation énergétique des bâtiments qui sont les propriétés des communes. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut faire à l'échelle du territoire. À l'échelle de Rueil-Malmaison, comme toutes les communes en ce moment, nous faisons face à un risque important d'augmentation des prix de l'énergie à compter du 1er janvier 2023. Concrètement, comment ça se traduit ? Ça se traduit par une hausse de x3, x4 des dépenses de fluide de la collectivité de Rueil-Malmaison. Ça veut dire que, selon les estimations qu'on a, on passerait de 4 millions d'euros à peut-être jusqu'à 14 millions d'euros d'augmentation des fluides. Ça fait un delta de 11 millions d'euros de dépenses supplémentaires à prévoir pour le budget de la ville de Rueil, ce qui n'est pas sans conséquence quand on sait qu'en ordre de grandeur, ça représente 10% à peu près de notre budget de fonctionnement. Donc concrètement, nous, en tant que collectivité, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut bien évidemment mettre en place des mesures de restriction de l'utilisation de l'énergie, de rigueur énergétique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire baisser la température de nos équipements municipaux, baisser l'eau de la piscine, baisser d'1 degré ou de 2 degrés les bâtiments municipaux, les crèches, etc. On peut aussi réduire la luminosité dans la rue la nuit en éteignant un lampadaire sur 2. Mais en fait, malgré toutes les décisions qu'on peut prendre pour mettre en œuvre cette rigueur un peu énergétique qui contribue par ailleurs à la réduction des objectifs, les objectifs qui sont fixés par l'État pour les collectivités de réduction de nos dépenses énergétiques d'environ 50%. Ça contribue à 10% de cet objectif-là, mais cela n'est pas suffisant. Ces économies-là, on les a chiffrées à peu près 1 million d'euros. Donc 1 million d'euros sur 11 millions d'euros à trouver, ça reste encore assez marginal. Donc en fait, il nous faut aussi trouver des financements supplémentaires, des ressources supplémentaires pour combler ce trou-là. Moi, je fais le vœu aussi que l'État nous aide et qu'un bouclier tarifaire puisse s'appliquer, pas uniquement pour les petites communes, mais aussi pour les plus grandes communes, parce que nous sommes aussi en difficulté. Et cette difficulté-là, vous avez parlé juste avant de lien social, de solidarité, mais en fait, la réalité, c'est que si les collectivités ne peuvent plus faire face à des dépenses énergétiques, le risque, c'est qu'on ait affaire à une réduction du service public.
C'est ça le danger en fait, c'est qu'on doive supprimer des actions sociales, des actions de solidarité, des actions de service public parce qu'on devra les déprioriser compte tenu de ce qu'on a en charge à mettre en œuvre. Et ça, c'est le risque aujourd'hui auquel on fait face. Quand vous dites que l'État doit davantage vous aider, vous attendez quoi de l'État rapidement un effort supplémentaire? Par exemple, on parle de dotation actuellement. Il y a bien évidemment très bientôt le salon des maires. Vous Absolument. Attendez avec impatience les déclarations du chef de l'État? Oui, parce que, et pourtant je suis membre de la majorité présidentielle, donc je parle en tant qu'élu local et j'essaye de dépolitiser mon discours, mais la réalité est très compliquée. On ne peut pas mettre dans un sac les grandes villes et les petites villes. Je trouve que dans la gestion des politiques publiques, je parle par exemple de la fibre optique, puisque ça c'est un des sujets que je porte au quotidien, oui. Et ça fait partie aussi de la connectivité des logements et des gains potentiels d'énergie. La connectivité et l'accès à Internet est absolument crucial si on veut parvenir à une meilleure gestion des équipements de la maison, du foyer, de la collectivité, des entreprises. Et ce que je regarde et ce que je vois, c'est que bien évidemment, s'il est du devoir de l'État de protéger les petites communes face à des hausses de fois 100, fois 200, fois 300% des hausses d'électricité et du prix de l'énergie. Ça, je suis d'accord. Pas de problème. Mais pourquoi on distingue les collectivités avec des plus gros budgets? Donc ma ville, c'est 78 000 habitants. Forcément, c'est pas considéré comme une petite commune, c'est considéré comme une grande, parmi les plus grandes collectivités de France. Ben, je trouve que là, on met aussi en danger l'équilibre financier des collectivités. Et malheureusement, pour l'instant, on fait face à un mur budgétaire sur lequel l'État doit nous aider. Le bouclier tarifaire doit pouvoir s'appliquer. Alors oui, l'État a annoncé que la DGF allait être largement compensée, voire augmentée, pour éviter que l'effet de la péréquation soit trop important pour l'année prochaine pour certaines collectivités. Mais encore une fois, les plus grandes collectivités ne sont pas les collectivités les plus prioritaires. Et c'est toujours un côté, le problème de riches. On a l'impression qu'on a les riches communes versus les plus pauvres communes. Mais en fait, là, c'est un effort national. On est tous dans la même situation. Et j'estime que le gouvernement doit accompagner les collectivités pour éviter qu'on supprime davantage de services publics. Parce que le temps dans lequel on est, les gens ont besoin du service public, les maires et les collectivités locales, et je parle bien des mairies, des maires, des adjoints, des élus, des conseils municipaux, on est en première ligne. On est obligé d'assurer le SAV de beaucoup de services publics, de beaucoup de sujets qui sont portés par l'État. Et pour nous, c'est pas acceptable que nos budgets soient en difficulté de façon très forte. Oui, alors vous êtes en première ligne, vous le disiez, vous êtes aussi une élue de terrain. Comment est perçu justement toutes ces transitions, tout ce qu'on demande aussi à nos concitoyennes et concitoyens, notamment les économies d'énergie, etc. Le moral des Françaises et des Français n'est pas au beau fixe actuellement. Oui, alors je pense à des... Alors, en tant qu'élu, bien évidemment, on a des sujets où il y a des retards dans les démarrages de chauffage collectif, dans certaines copropriétés, dans certains logements collectifs de type logements sociaux, logements intermédiaires. Ça crée des tensions parce que on a une épidémie de bronchiolite, on a des épidémies qui vont certainement commencer avec la grippe, etc., voire même peut-être du retour du Covid. Et en fait, aujourd'hui, se chauffer et avoir accès à la fois à une nourriture de qualité, se chauffer, ça devient, en fait, on voit que ça devient un socle, et avoir accès à la santé, bien évidemment, ça devient des socles de base de notre société. Et aujourd'hui, les Français, on est un peu à cheval avec la crise sanitaire, la crise économique due à une guerre hybride sur le front ukrainien, pour citer les mots du président de la République. Et on se met en difficulté en tant que particulier, et je parle en tant que foyer, parce qu'on va devoir faire des choix d'arbitrage au niveau de notre portefeuille. Se chauffer ou avoir accès à l'alimentaire de bonne qualité, payer ses soins, payer peut-être des services en plus, etc. Et c'est ça, l'arbitrage aujourd'hui pour les Français, il est insupportable. Et on leur demande beaucoup d'efforts. Alors, j'ai envie de vous dire, les Français, ils n'ont pas attendu aussi la crise en Ukraine et la crise de l'énergie pour faire des efforts. Ils ont bien vu que les dépenses énergétiques continuent d'augmenter. Les Français sont assez
je dirais, responsable. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai mis un col roulé, c'est juste un hasard aujourd'hui. Oui, Mais enfin, je n'ai pas osé. Mais enfin, on est responsable. Les Français sont responsables. Et ils font déjà attention. Maintenant, la clé, c'est d'éviter de basculer. Et je prends les études qui sont faites, les sondages, etc. C'est de basculer dans une crise politique qui va être exacerbée si les Français, dans les copropriétés, voient, parce qu'on est dans le salon de la copropriété, les charges de copropriété augmenter de 300-400% l'année prochaine parce qu'ils sont au chauffage collectif, parce que les infrastructures ne sont pas encore adaptées, ne permettent pas, par exemple, de piloter la consommation individuelle. Donc souvent, les Français, quand ils habitent dans du collectif, ont l'impression de payer pour les autres parce qu'eux font attention à ce qu'ils consomment et qu'ils ont l'impression que d'autres ne font pas cet effort de solidarité. Et c'est là où je pense qu'il y a une évolution entre l'individualisme et le sentiment de faire société, et que je pense que les outils numériques permettront de mieux piloter ça, permettront aussi une prise de conscience. Et moi, je pense que les outils sont une solution à la crise à laquelle on fait face. Alors, dans ce que vous évoquez, ce sera le mot de la fin, parce que le temps court ça passe vite. Très vite. Comment vous voyez le mieux vivre ensemble, alors avec tout ce qui nous tombe dessus? Comment un élu peut échanger, peut parler avec ses administrés dans le sens du mieux vivre ensemble? Je vais citer un exemple. On vient de lancer à la ville de Rueil-Malmaison une grande consultation qui porte sur différents sujets, que ce soit le numérique, le social, la citoyenneté, une grande consultation en ligne pour construire le Rueil-Malmaison de 2026, où on essaye de faire de la co-construction, parce que pour nous, on ne peut pas fonctionner dans une sorte de verticalité où c'est extrêmement descendant. On a besoin de participatif, et donc le mieux vivre ensemble, c'est écouter les citoyens. Donc ça, c'est un premier sujet. On lance aussi ce mois-ci la construction de l'agenda 2030 avec les objectifs de développement durable de l'ONU, que vous connaissez par cœur, que ce soit l'égalité entre les femmes et les hommes, la gestion de l'eau, la gestion de l'environnement, l'équité sociale, etc. Donc tous ces objectifs sont présentés aux Rueillois dans le Rueil Info ce mois-ci, avec une plaquette dédiée où les Rueillois peuvent nous renvoyer leurs idées et leurs avis. Et pour moi, le bien vivre ensemble, c'est déjà une capacité d'écouter, en tant qu'élu, d'aller sur le terrain. On a aussi une initiative qu'on met en place tous les premiers dimanches du mois, mais on a un stand, les élus à votre écoute, on va écouter les Rueillois, on se met sur le terrain avec notre manteau, notre écharpe et notre parapluie parfois en hiver, mais on va sur le terrain, on va écouter. On a aussi énormément de manifestations, et ça, on peut saluer toute l'action de monsieur le maire Patrick Ollier, avec des manifestations sociales. On va lancer, par exemple, le mois prochain, une maraude pour, par exemple, recenser les SDF de la ville de Rueil pour les accompagner. On va lancer de nouveaux lieux d'accueil sociaux. On a des lieux de mixité, des lotos qui sont organisés, des moments de convivialité. Voilà, on essaye de créer du lien. La ville, c'est le dernier maillon avec les associations qui sont là pour créer de la sociabilité. Et on en a tant besoin dans un monde qui, malheureusement, est de plus en plus individualiste, parfois de plus en plus violent à travers les réseaux sociaux, et parfois de moins en moins ouvert. Voilà. Merci Fatima, une élue, vous l'avez vu, une élue de proximité, une élue de terrain que nous connaissons bien, la mission Écoterre que nous apprécions. Merci à MetaShift Média, le média de toutes les transitions, et bien évidemment aux émotionneurs. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.